Allez, on recommence. Vous voyez quand vous voulez. Et en plus, vous avez l'air sympa. On va bien s'entendre. Donc je disais, je m'appelle Azalée. Mais là seulement sur scène, pas dans la vraie vie. Heureusement, parce que c'est pas facile à porter Azalée. On ne peut pas dire que l'odeur m'ait fait une fleur. Sauf que si, je m'appelle Azalée et ce n'est pas par hasard. Je vous explique, en fait c'est tout simple. Mon prénom résume à lui seul la pièce. Un voyage dans les mots de A à Z. On va aller visiter les mots de A à Z. Alors Azalée, visiter les mots. Vous comprenez pourquoi Azalée? Et en plus, l'azalée est réputée pour son abondante floraison de couleurs variées. Donc vous allez avoir de toutes les couleurs. Vous allez me dire pourquoi? Et compagnie. Eh bien, tout simplement parce que je ne suis pas seule sur scène. J'ai horreur de la solitude. Je suis en compagnie de compagnie. Je ne vous raconte pas comme c'est pratique en prenant compagnie. Compagnie! Je vous présente compagnie. Bonjour, je m'appelle Compagnie. Ça me fait toujours bizarre quand on crie ton nom. J'ai l'impression qu'on insulte Laurent Pagny. Peut-être, mais une chose est sûre, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et justement, j'y pense si on commençait. Oh oui, allez, on y va. Les mots sont des îles mystérieuses perdues dans l'océan des idées. Il suffit de les aborder avec amour pour en découvrir tous les secrets. Quand on commence à les regarder de près, à jouer avec, à les caresser, à cueillir les lettres et les associations d'idées qui les habitent, les mots regardent de coïncidences troublantes et de messages insolites. Ils nous parlent, écoutons-les. Les mots sont des îles mystérieuses. Alors, prêt pour le voyage? L'embarquement est immédiat, le plaisir aussi. Et ouvrez bien grand vos écoutilles, nous vous offrons un voyage immobile. Un voyage de A à Z, avec une escale sur toutes les lettres de l'alphabet. De A à Z, comme Azalée. Bon, allez, ça va, compagnie. Je crois qu'ils ont compris le concept. Alors cap sur le A. A comme abbaye. Et ne vous faites pas prier. Le mot abbaye, il faudra l'écrire A-B-I en 3 lettres seulement. Comme ça, les lettres qu'on économise, on les donne aux pauvres. Mais attention, il ne faut surtout pas prononcer habit. Puisque l'habit ne fait pas le moine. Ça sous-entendrait qu'il y a des curés défroqués dans les abbayes. Non, non, les curés vivent dans le presbytère. Certains, à cause de l'âge, sont presbytes. En un seul mot, oui, ils ont des problèmes d'yeux. C'est gênant pour un curé, mais c'est moins grave qu'une crise de foi. La presbytie affecte le cristallin de l'œil. Dans cristallin, il y a Christ, c'est pour ça que le curé y tient comme à la prunelle de ses yeux. Alors, les curés presbytes portent des verres convexes, ce qui les oblige à faire très attention à ce qu'ils disent derrière leurs lunettes. Les lunettes sont des petites lunes au prix astronomique. Celles des curés permettent de voir les étoiles. Voir au-delà. Le curé a des enfants de cœur. Il les appelle mes anges. C'est pour ça qu'il chante en regardant le ciel. Ça égaye la vie du curé. Oui, la vie dans une cure, ce n'est pas une sinécure. Le curé va rarement au ciné. La dernière fois qu'il y est allé, il a vu un ave. Oui, un ave et 3 patères. Bon, vous n'avez pas le mal de mer? Alors, on continue. Et maintenant, en toute logique, on arrive au B. B comme balcon. Balcon toi-même! Les balcons sont toujours à l'extérieur parce que les appartements c'est trop petit. Et on ne le dit pas suffisamment. Les balcons présentent un réel danger qui apparaît clairement dans le mot lui-même. Oui, si balcon commence par balle, c'est pour mettre en garde. Attention quand vous êtes sur votre balcon. Vous constituez une cible idéale pour un tireur isolé. Alors surtout, n'y allez pas sans votre gilet par balle. Surtout à Noël, parce que ce jour-là, c'est hyper dangereux. Comme dirait ma grand-mère, pas cotisant Noël au balcon. Et du balcon, tu peux tomber. Vous connaissez le dicton « Noël au balcon, Paco Rabanne » Paco Rabanne est un voyant illuminé qui se prend pour Nostradamus. Nostradamus, c'est l'arrière-arrière-grand-père du chanteur Adamo. C'est pour ça qu'Adamo se prénomme Salvatore. Ça veut dire sauveur dans la langue de Nostradamus. Et notre Adamo a une mission sur Terre. Interprétée en chanson, si possible, chez Drucker les Quatrains, écrit par Nostradamus. Prenez par exemple le tube d'Adamo au titre prémonitoire Inch'Allah. C'est du Nostradamus pur jus. Et si vous comprenez la prédiction, vous êtes balèze. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché.
Ma prédiction du jour. Qui trop se penche à son balcon risque de tomber dans l'oubli. Allez, Azalée, on continue le voyage. Eh oui, et compagnie, en bonne compagnie. Maintenant, cap sur le mot canard. J'espère que vous avez pris vos cannes à pêche. Le canard, contrairement à la dinde, croit au Père Noël. D'ailleurs, pour se déguiser, il met une fausse barbe et une hotte. On dit qu'il barbe haute et tout le monde se marre. Dans la mare au canard. La femelle du canard s'appelle la canne parce qu'elle a du mal à marcher. Elle a les pieds plus palmés que la moyenne. Pour la consoler, son mari l'emmène tous les ans à Cannes pour qu'elle assiste à la remise de la palme tant convoitée. Depuis, elle est moins complexée et elle s'est même fait des amis cannois. Les cannois sont des croisements réussis entre la canne et l'oie. Le mari de l'oie s'appelle Jarre. C'est une espèce rare qui organise des méga-concerts partout dans le monde. Quand on entend des fausses notes, on appelle ça des canards pour vexer les musiciens. Pendant ce temps-là, l'oie se prélasse au bord de sa piscine. L'oie est oisive et a tendance à grossir à force de se gaver de foie gras. Alors, elle passe son temps à faire des projets. Quand ils sont adoptés, les projets de loi sont publiés dans un canard appelé Journal officiel. Ça prouve que Loi est un bon fumeur. Et ce n'est pas tout. Loi va souvent aux States, comme elle dit avec ses copines, pour faire une cure de thalasso à Miami. Pour y aller, les oies volent en V. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas pour faire le V de la victoire, mais tout simplement pour montrer la voie. Logique, un V avec voix derrière, ça fait voix. Et en plus, c'est plus sûr, parce que les chasseurs hésitent à canarder un avion furtif. Au retour, l'oie se met au vert. Le canard, lui, c'est à l'orange qu'il est le meilleur. Et si vous trouvez que les oranges sont amères, vous pouvez toujours en adoucir le goût avec du sucre de canne de préférence. Et maintenant, cap sur le dé avec le mot défi. Oh, t'es pas cap. Ici, et on ne se défie pas. Un défi, c'est avant tout une idée fixe. D'ailleurs, ça tombe bien, on entend défi dans idée fixe. Sauf si ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Tomber ou pas, les défis, on se doit de les relever. L'expérience montre que ce n'est pas gagné d'avance. La preuve, défi, c'est le début de définitif. Le début de la fin, si vous préférez. Parce que celui qui relève un défi peut ne pas se relever. Lancer un défi, c'est comme lancer une pièce en l'air. On joue sa vie à pile ou face. Et des piles, il en faut beaucoup pour tourner des ponts. Ça aussi, ça tombe bien, parce qu'à l'origine, les ponts ont été créés pour le saut à l'élastique. Le saut à l'élastique, c'est un vrai défi. On risque de se heurter la face contre la pile du pont, et là, ça fait mal. On voit des étoiles, c'est pour ça que l'on remonte très vite en direction du ciel. Avant un saut, on est plus tendu que l'élastique. C'est normal, le vide, ça fait peur. Même la nature a horreur du vide, pourtant, c'est elle qui l'a créé. Il faut vraiment être avide de sensations pour sauter dans le vide. Pour les habitués des défis, tout est question de matériel. Il ne doit pas être déficient. C'est normal, mettez-vous à la place du sauteur. C'est vrai pour l'élastique. Le problème, c'est qu'élastique est un mot qui commence mal, à cause de hélas. Hélas, c'est ce que l'on dit quand l'élastique n'est pas assez tendu à l'arrivée. On traite alors l'élastique de lâche. C'est normal, mettez-vous à la place du sauteur. Pour vous sécuriser, on vous met aussi les 3 mousquetaires. C'est en hommage à Alexandre Dumas. Sur les bateaux, il avait pris l'habitude de monter en haut du mât, d'où son nom. Et il se jetait dans le vide sans crier gare. C'est pour cette raison que le saut à l'élastique du haut de pont de gare a été interdit. Et maintenant, on va se mouiller un peu. Alors on se plonge direct dans l'eau. Dans le E de eau quoi. Pas dans le haut, puisqu'en principe, l'eau est en bas. Et ne vous noyez pas dans nos explications. Donc nous disons E comme eau. C'est surprenant. O, quand on épelle, ça fait E, A, U. Il n'y a pas de O dans O. Vous me direz, dans oiseau, il n'y a pas de L. Et en plus, dans oiseau, il y a O. Pourtant, dans l'eau, il n'y a pas d'oiseau. À part peut-être des poissons volants. Les poissons volants, on les attrape comme les papillons, avec une épuisette. À force, c'est épuisant, l'épuisette. Oui, mais pas autant que puiser de l'eau, qu'il ne faut surtout pas puiser avec une épuisette. Elle est épuisante, non? Donc je disais qu'un poisson sans ailes, c'est mieux qu'un poisson avec des ailes. Et un poisson avec un L, c'est un polisson. Alors il fait tourner en bourrique.
Les poissons, en général, sont plus calmes. En principe, ils ne font pas de bruit. Ils sont muets comme la carpe. À part quelques exceptions. Et oui, seuls les raies sont des poissons à musique. Le poisson-ci aussi. Le thon également, mais dans une moindre mesure. Seulement quand il nage sur le dos. À Paris, on pêche à la mouche pour attraper les bateaux du même nom. Les bateaux-mouches sont comme nous. Ils aiment la Seine. Et même si la Seine n'est pas très saine, c'est quand même de l'eau douce. La Seine, c'est de l'eau douce comme ta peau. On considère qu'une eau est douce à partir du moment où elle ne fait pas de mal à une mouche. Pour ça, la Seine est cool. Elle n'en veut à personne, excepté Vanessa Paradis qui la gonfle avec la Seine et moi. Le mercure n'a rien à voir avec la cure de mer. Dans l'eau de mer, il y a du mercure. Le mercure, c'est une espèce de poison avec un S seulement qui sert à prendre la température de l'eau. En règle générale, les poissons sont frileux. Surtout le poisson frit. Ça prouve que même avec des écailles, on caille. Le mercure n'a rien à voir avec la cure de mer. On l'appelle aussi thalassothérapie parce qu'on nous oblige à regarder Thalassa en boucle pendant les bains de boue. Même allongé, les bains de boue, c'est fatigant. Oui, mais c'est beaucoup plus pénible que les cures de gloria-lassothérapie. Et maintenant, vous avez de la chance, on va vers une île, une vraie. Oui, cap sur la Réunion, des familles, bien sûr, avec un F. On dit un F ou un F? Comme tu veux, comme on est en bateau, on peut dire nef, c'est logique. Famille, je l'adore ce mot, il est tout mimi. Et en plus, sa construction est intéressante. Dans le mot famille, on entend femme. Ah, contrairement à une idée reçue en pleine figure avec un F, c'est donc la femme qui est chef de famille. Et ça se transmet de mère en fille, puisque dans famille, il y a deux mots qui se mélangent, fille et âme. Ça voudrait dire que c'est la fille qui donne son âme à la famille. Peut-être après tout. Enfin, il ne faut pas oublier les amis qui font pour ainsi dire partie de la famille. C'est pour ça que vous trouvez aussi le mot ami au cœur du mot famille. Les esprits chagrins verront une autre réalité dans le mot famille. C'est le M qui est en plein cœur. C'est normal, la famille c'est avant tout un refuge d'amour. Famille, je vous aime, et ce M est capital. Si on supprime le M du mot, il reste le mot faille qui rime avec aïe. Alors, aïe aïe aïe, ça fait mal. Sans amour, la famille devient une source de conflit et de scission. Dans toutes les familles, il peut y avoir une faille qui sépare des clans. Chaque clan se trouve alors emprisonné dans une cellule familiale. C'est triste. Heureusement, chaque famille a un patriarche. Le plus célèbre des patriarches a été Noé. Pour sauver le monde du déluge, il a inventé un grand bateau. Il l'a appelé Arche. Parce que Arche, c'est un morceau de patriarche. Tout le monde est monté à bord de l'arche de Noé. Les familles des enfants d'abord, puis ensuite toutes les familles d'animaux. C'est en hommage au patriarche Noé qu'on a inventé Noël. Simplement en ajoutant un L à Noé. On pouvait bien en prendre un, puisqu'il y en a deux dans le mot famille. C'est le propre d'une famille de partager. Depuis, Noël est devenu un symbole, une fête de famille, où tous les clans se réconcilient l'espace d'une nuit. Comme quoi tout est bien, qui finit bien dans les histoires des familles. Si ça pouvait toujours être vrai. Alors continuons dans la joie et la bonne humeur. Oui, dans la joie et la négresse, avec le H comme hilar. On va se marrer haute. Dans hilar, on entend l'art parce que souvent, quand les gens plaisantent, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Alors, on rit bêtement à cause du cochon. Ce n'est pas évident de faire rire. On dit que c'est l'art le plus difficile. Je connais un comique vraiment doué, Bill Clinton. C'est pour ça que sa femme s'appelle Hilary. Alors tous les deux, ils s'entendent bien. Elle, c'est l'hilarité et lui, c'est l'habileté. Qu'est-ce qu'il a pu nous faire rire avec ces histoires? Cela étant, je trouve qu'elle avait l'air triste, sa Monica. Triste à pleurer. Je suis sûre qu'il y en a qui ont versé des larmes. En plus, ça va bien ensemble. Larmes, Monica. Mais là où ça devient hilarant, c'est quand on lit la définition de l'harmonica dans le dictionnaire. L'harmonica, c'est un petit instrument
sur lequel on joue en faisant passer devant sa bouche une petite rangée de trous correspondant à des hanches libres. Je précise tout de suite qu'une hanche est une languette, ou si vous préférez, une petite langue qui vibre par l'action de l'air et qui produit un son. Donc, ça n'a rien à voir avec vos hanches, à vous les femmes. Ces chutes de reins si belles, on en oublie celle du Niagara. Un petit bémol quand même à propos des hanches, ça concerne les femmes de la Havane. Il paraît qu'elles ont les hanches tellement tombantes qu'on a surnommé leur île Cuba. Alors, elles n'arrivent pas à se marier à cause de ça. Les plus riches d'entre elles peuvent à la rigueur avoir un concubin. En un mot, mais c'est extrêmement rare. Tous les autres sont obligés de travailler pour espérer devenir riches. Alors, comme elles sont habiles, elles font des cigares pour Clinton. Pendant que les hommes jouent de l'harmonica. Souvenir de Cuba. Sauf que Bill, contrairement à Castro, lui n'est pas fidèle. Allez, on continue avec le I comme incontinent. Et prenez vos précautions, il n'y aura pas d'arrêt pipi. Incontinent, c'est l'un des mots les plus marrants de notre langue, parce qu'il est illogique. Jugez vous-même. Incontinent se dit de quelqu'un qui fait pipi dans sa culotte. Étymologiquement, quelqu'un qui ne peut pas contenir le contenu de sa vessie, donc qui a tendance à le déverser, dans le lit de préférence, c'est la grande marée. Donc, pour cette raison, on ne devrait pas dire incontinent, mais un océan. Faut dire aussi, le mot incontinent n'est pas très sympa. Il commence comme une insulte. Après tout, il n'y est pour rien un incontinent. Non, franchement, moi je serais d'avis de remplacer incontinent par un océan. Regardez le mot océan, il résume à lui seul la situation du pipi partout. D'abord, la première syllabe, eau, là, pas de doute, on ressent déjà l'humidité. Et ensuite, la fin du mot, séant, qui est synonyme de fesses. Donc là, effectivement, rien qu'avec le mot océan, on imagine tout de suite les petites fesses humides du papy. Vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'incontinence? À vrai dire, pas grand-chose. En général, on met une halaise pour limiter les dégâts. C'est sûrement une erreur à cause du mot lui-même. Quelqu'un qui est à l'aise va avoir tendance à se laisser aller, à ne plus rien comprendre. Ni ses flots de paroles, ni ses actes. Et on dit de ce genre d'individu trop à l'aise, il ne se sent plus pissé. Vous voyez le malaise? En plus, le mot à l'aise, si on y réfléchit bien, c'est une falaise avec un petit banc de moins. Vous voyez, un peu comme à Etretat. C'est la mer qui attaque la falaise. Et ça pose bien le problème. Un océan contre un continent. Marée océanique ou blocus continental, que le meilleur gagne. Après tout, c'est la nature. Et maintenant, cap le J du mot jeter. C'est bien pour les bons pourquoi. Tu vois, le mot jeter me fait comme un passement au cœur. C'est à cause des symboles. Regardez la jetée. C'est un chemin de pierre qui s'avance doucement dans la mer. En fait, la jetée, c'est une invention pour éviter que les gens se suicident près du bord. Sinon, les secours ont le temps d'arriver et le presque noyé rate sa mort en plus de sa vie. Souvent, c'est des suicides de chagrin, du chagrin d'amour. La personne se rend compte qu'elle s'est faite jeter et forcément, ce qui lui vient à l'esprit, c'est pas la tour Eiffel, mais la jetée. Et en plus, il y a tout dans ce mot. On sent vraiment que la relation s'arrête brutalement. Oui, c'est ça, je t'ai aimé, mais je t'aime plus. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors forcément, quand on entend ça, on n'a qu'une envie, se jeter personnellement à la mer parce qu'on n'a pas toujours une bouteille sous la main. C'est très désagréable de se faire jeter comme un mouchoir jetable. D'ailleurs, quand une femme parle de son ex, c'est en fait l'abréviation de son Kleenex. Qui, entre parenthèses, n'a pas été toujours
La seule solution pour s'en sortir quand on a été jeté, c'est de jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. De façon à échanger les rôles le plus rapidement possible. Les bateaux aussi évitent de s'approcher trop près d'une jetée. Ça leur donne le cafard de passer à côté d'un endroit où des hommes et des femmes sont venus noyer leur peine. C'est pour ça que les bateaux, surtout les gros, sont les plus sensibles à rentrer tout seuls au port. Alors, ils font appel à un remorqueur. Parce que c'est un mot qu'ils trouvent beau comme l'amour. Oui, dans remorqueur, ils entendent remords et cœur. Et ça leur rappelle une belle histoire d'amour. Cap sur le mot képi. Le ciel aussi est couvert. À l'origine, les képis est une coiffe bretonne offerte aux gendarmes par les femmes de Plougastel pour les remercier. Faut dire que les gendarmes avaient l'habitude d'aller leur chercher des oursins en marée basse avec des sandalettes en plastique. Tout le nom de marée-chaussée tenait aux gendarmes. Depuis, le képi a gagné la police, et notamment dans les commissariats de banlieue à cause du Berlin. C'était inévitable, puisque le képi se fait piquer en Ferland, et tout le monde le sait pertinemment qui vend la puff se fait piquer par les keufs. C'est normal, un bœuf ça... C'est normal, un bœuf ça passe pas inaperçu en banlieue, surtout quand on crie « Mort aux vaches !» En revanche, les bœufs carottes sont discrets, c'est la police, c'est police, une cuisine et petit ripou. Mais pourtant, tant policier, il y a poli. Oui, mais tu connais la suite. Trop poli pour être honnête, donc ripou. Alors forcément, certains keufs carottes, mais dans l'ensemble, ils sont toujours polis. Par exemple, ils ne tutoient jamais un passant lambda. Un passant quoi? Un passant qui passe, mais un passant quelconque? Un kidam? Parfois, ils peuvent devenir brutaux. C'est ce qui arrive après elle. Le policier lui a serré le bras tellement fort que son collègue s'est vendu « Hé, vas-y mollo !» Alors Brian l'a pris à témoin en lui disant « Hé, t'as vu, commissaire ?» Comme cette anecdote qui a beaucoup fait rire le ministre de l'Intérieur de l'époque. Ce policier était effectivement promu commissaire. Depuis commissionnaire devenu divisionnaire, commissaire divisionnaire, car il voit de près les problèmes de la société. Et problème de la société, jusqu'à avoir la nausée. Nauséabond? Cette société serait-elle parfois nauséabonde? Oui, mais comme il est poli, il se tait, il met son mouchoir sur son nez.
là? Non, sinon on y va à pied. Mais non, lait, le contraire de beau. Et lait avec un dé. Et lait avec un dé pour ne pas vexer la vache. Ça va même plus loin, puisqu'on est tenu de dire soit il est vachement beau, soit il est terriblement laid. Mais vachement lait, c'est interdit. Sinon les vaches font la grève du lait. Quand ça arrive, les éleveurs de vaches vont aux champignons. Pour ne vexer personne, ils ramassent des bolets. Ça, au moins, c'est un champignon consensuel. Le bolet, c'est l'union du beau et du lait. Le mariage du bien et du mal aussi. En plus, il y a des bolets comestibles et des bolets vénéneux. Les bolets Satan, lui, forcément, est mortel. En revanche, le bolet nanette voilée, par son nom, par définition, plus près de Dieu et divin. Pour son accompagnement, le bolet est également très conciliant. Certaines personnes vous diront que l'idéal, c'est bien entendu une bolée de cidre. D'autres préféreront un vin, puisque l'autre nom du bolet, c'est le cèpe, qui renvoie inéluctablement au pied de vigne. Ça prouve que tous les goûts sont dans la nature. Salvatore Dali l'avait compris, il définissait le génie comme l'art de transformer le lait en beau. Et ce qui est génial, c'est qu'il l'a prouvé. Avec son œuvre, bien sûr. Avec son physique aussi, vous diront quelques méchantes langues. Mais surtout avec son nom, puisque Dali n'est autre que l'anagramme de lait. Vous voyez, lait, c'est moche. Et un petit coup de pinceau magique de Dali, et là, hop, tout devient beau. Alors attention, maintenant ça devient sérieux. Direction le M comme mathématiques et à la fin interro écrite. Mathématiques, c'est un mot qui parle tout seul. Écoutez-le. Mathématiques. Mathé, plus loin, matique. Vous entendez? Ça commence mal. Ça me rappelle un prof de maths qui disait souvent « Je vais vous mater, bande de fainéants ». Avouez que pour une entrée en matière, ça fait peur. Et la matière est lourde en coefficients. Il y a pire, écoutez. Maths et maths hic. Vous entendez? À la fin, il y a un hic. Ça, tous ceux qui ont séché sur des problèmes de maths le savent bien. Il y a toujours un hic. Et vous avez vu l'insistance du mot maths et maths hic. On entend deux fois maths dans le mot. Franchement, on aurait pu mettre maths en facteur. Pour simplifier et écrire, maths facteur de 1 plus hic, on aurait dit qu'une fois maths. Parce que moi, quand j'entends maths, je pense automathématiquement à échec à cause de la formule échec et maths. Vous comprenez pourquoi les maths ça rend fou? C'est une sorte de maladie mentale. Comme le calcul mental d'ailleurs. Et méfiez-vous, le calcul finit même par attaquer les reins. Heureusement, maintenant on a les ordinateurs, avec l'impulse électronique. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans mathématiques, on entend tic. C'est pour nous faire penser au tic et au puce. Je suis persuadée qu'on finira par remplacer tic par puce qui fait plus high-tech. Et oui, c'est inéluctable. Fini les tic, place aux puces et mathématiques va devenir mathémapuce. Et là, ça sera marrant d'entendre un élève dire à son prof « Mathématiques, moi, j'aime pas, je préfère mathémapuce ». Je l'imagine d'ici sa puce, une superbe inconnue sortie tout droit d'une équation d'un grand ensemble, une pommade bien sûr et un physique plutôt agréable. Ça prouve aussi que maths et physique seront toujours liés. C'est QFD qui veut dire comme quoi faut déconner. C'est le théorème des piqûres. Et croyez-moi, ces piqûres-là, ça fait pas mal. Bon allez, changement de décor et direction le N comme neige. Et attention à la tempête. À l'origine, la neige se trouvait dans les petites boules souvenirs. Il suffisait de les retourner pour voir tomber la neige. Aujourd'hui, c'est plus pratique et la neige tombe directement du ciel dans des flacons. Des gros flacons. Ensuite, il suffit de les mettre dans un bac à glace pour conserver la neige. C'est la même chose avec le sable. On le conserve soit dans un bac à sable, soit dans un sablier. L'intérêt du sablier, c'est pour faire cuire les œufs. Avec des œufs, on peut faire des œufs à la neige et regarder la télé. Parce que la neige tombe dans la télé la nuit après les émissions. C'est la moindre des choses, puisque c'est la télé qui l'a rendu célèbre. Vous vous souvenez de ce jeu télévisé où les candidats avaient chacun leur propre neige et la faisaient tourner dans tous les sens pour faire un bonhomme? Ça s'appelait Tourner ma neige. Pour motiver les candidats, il y avait une carotte forcément. Le gagnant gagnait une carotte? Bah, pour en faire quoi? Pour la mettre où? Espèce de ballot à la place du nez de son bonhomme de neige. À cause de la carotte et aussi de la neige, il y a eu quelques dérapages. L'audience aussi a fondu et ils ont arrêté l'émission. C'est dommage, parce que ça permettait à des jeunes pas très dégourdis de se rencontrer. C'était une émission mythique à l'époque où le site n'existait pas. La neige est immaculée. Immaculée dans la religion, ça veut dire sans péché. Alors, la neige ne peut s'empêcher de se pencher sur sa condition. Quand elle se rend compte qu'elle n'est pas éternelle, la neige est triste et elle fond en larmes. Après, quand elle va mieux, elle se poudre pour aller faire du ski. Et vous savez, même si on met le feu aux poudres, on ne risque rien car les pompiers ont inventé la neige carbonique. Et miracle, même avec du carbone noir,
La neige reste quand même blanche. Les pompiers ont vraiment du génie. Normal, génie, c'est l'anagramme de neige. Bon, et maintenant, on va où? Eh bien, on va vers on avec un O. J'espère qu'on va trouver. On, par définition, n'a pas de nom. Ce sont deux lettres anonymes qui se sont rencontrées un jour dans une boîte. Plus précisément, dans une boîte aux lettres. Et depuis, elles ne se sont plus quittées. À cause de cette origine douteuse, des gonds est indéfinie. Mais c'est un on-dit. Non, pas un on-dit, puisqu'on le dit, c'est un on-dit. Le non-dit est encore plus sournois, puisque là, on peut tout s'imaginer. Et ça fait mal, un on-dit est une rumeur. On ne sait pas d'où elle vient, par contre, on sait où elle va. Elle court les rues. C'est normal, dans rumeur, il y a rue. Il y a meur aussi, quand je vous disais que ça avait du mal. La rumeur peut tuer n'importe qui. Même l'homme de la rue meurt s'il est victime d'une rumeur mortelle. L'homme de la rue? Alors il faut prévenir Jean-Luc. C'est malin. Ton humour, ça se discute. Non. Une rumeur se propage comme une traînée de poudre de bouche à oreille. Une traînée, c'est une file de mauvaises vie qui se promène aussi dans la rue. Mais qui se bouge les oreilles pour ne pas entendre ce qu'on racontait? Oui, ce con, parce qu'on est vraiment un con. Et qui plus c'est un con qui parle au conditionnel. Ne vous fiez pas à l'orthographe. On ne peut pas considérer que on est un con sensé. La seule chose qu'il est censé faire, c'est propager une rumeur. Comme disait mon grand-père, si tu rajoutes un C à on, ça qualifie ce qu'il emploie. Hé les copains, vous ne savez pas ce qu'on m'a dit? Non. Qu'il y aurait l'année prochaine un uniforme au collège Notre-Dame. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, allez, soyons fous. Maintenant, un peu de cul avec le mot quai. C'est signe de bon vent jusqu'au port. Quai, c'est un mot qui sent bon la mer et les bateaux. Quand les bateaux sont à quai, tout est ok. On dit qu'ils sont amarrés. Ils sont attachés à ce qu'on appelle une bite d'amarrage. Ce sont les hommes qui ont inventé ce mot. Pour se venger, les femmes prétendent que les hommes, c'est comme les amarres. Quand on en a marre, on les largue. Souvent, les marins mènent leurs femmes en bateau. Regardez Christophe Colomb, il a dit à sa femme qu'il allait chez l'épicier en Inde. Et comme par hasard, il s'est retrouvé dans les Caraïbes. C'est vrai, il y a pire comme destination. Alors les marins mentent quand la mer monte et mentent quand elle descend. Quand ils font escale quelque part, les marins jettent l'ancre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus écrire à leur femme. Alors la nuit, le marin s'ennuie. Pour tromper l'ennui et sa femme rester à quai, le marin a un secret. Il a une femme dans chaque port. C'est pour ça qu'il dit à sa femme qu'il s'en va à la pêche à la morue. Le mot pêche est bizarre, car les ports sont des abris côtiers. Une femme dans chaque port serait donc un péché pour un pêcheur? Mais un pêcheur qui ne pêche pas n'est pas un bon pêcheur. Ah, le jeu du mollet, t'en as pas marre, hein? Marin-pêcheur, marre de pêcher? Allez, je rentre au quai. Ok? Il est ok celui-là? Hé, gare à toi, gare-toi là, je passe. C'est bizarre cette coïncidence, car dans les gares aussi, il y a des quais. Et même les porcs qui s'empiffrent de morue au buffet de la gare. Il y a même une salle des pas perdus. Mais pas pour tout le monde. Oui, c'est là qu'elles vont les femmes perdues. Et elles ont le pied malin. Bon, maintenant je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais R comme radeau. Alors, bonne chance à tous. Un radeau se définit comme une embarcation de fortune, souvent en bois, utilisée après un naufrage. Là, on met le doigt sur l'ironie du sort. D'abord, le mot fortune pour des gens qui ont tout perdu, ça fait drôle. Bien sûr, c'est fortune au sens de chance. Et c'est vrai, il faut en avoir dans cette situation. D'ailleurs, c'est pour ça que le radeau est souvent en bois, parce que toucher du bois, ça porte chance. Le plus célèbre des radeaux est celui de la Méduse, peint par Géricault. La Méduse était un radeau qui a fait naufrage. Dans la mythologie grecque, Méduse était une créature qui avait le don de changer en pierre tout mortel qui osait la regarder. On dit être médusé, synonyme d'être pétrifié, c'est-à-dire être changé en pierre. On dit aussi tétanisé, comme si on avait le tétanos, cette maladie qui rigidifie les muscles. Et là, en urgence, on doit faire une piqûre antitétanique.
anti-tétanique ou anti-titanique. Vous voyez, la méduse qui a fait naufrage était bel et bien l'ancêtre du Titanic. Radeau, on pourrait l'écrire rat plus loin, d'eau. Tout simplement parce qu'en cas de naufrage, les rats quittent le navire. Et qui court après les chats, les chats bien entendu. Alors, remplaçons rat par chat. Radeau devient alors shadow. Et shadow en anglais, ça veut dire ombre. C'est normal, la plupart du temps, les naufrages ont lieu la nuit. Par gros temps, par tempête. Les marins appellent ça le grain. Et la nuit, les marins veillent au grain avec le chat. En cas de naufrage, le chat et le grain se mélangent. C'est le chagrin. Et les passagers crient, pleurent, et tout le monde a la larme à l'œil. C'est l'alarme générale. Et là, on entend les sirènes du bateau. Ce sont ces créatures, moitié femmes, moitié poissons, qui font la planche à voile à côté des radeaux. Et franchement, se nager près d'elles, c'est pas la mer à boire. Merci beaucoup. Ah, on y prend goût. Alors, pour vous remercier, on va vous offrir un petit voyage supplémentaire. 3 nouvelles escales. Un A, un B et un C. Oui, c'est les derniers. L'abécédaire du DER. Alors, prêt pour le voyage? Oui. Et tout d'abord, pour remercier l'auteur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors, A, comme auteur. Auteur, c'est un mot qui nous fait voyager. Dans le ciel. Dans un monde artificiel. Un auteur prend toujours de la hauteur. Mais un auteur ne prend jamais de hache. Bon, en mal, en l'auteur est imposé. Ah non, excusez-moi. Bon, en mal, en l'auteur est imposé sur son talent, sur sa richesse intérieure. Là encore, la hantise de l'auteur devant sa déclaration de droit d'auteur, c'est la page blanche. Pour lui, c'est signe d'année noire. Alors, vraiment, un tout dernier pour la route, pour vous dire merci à notre manière et surtout pour bien vous guider dans la vie. Donc, il vous faut un phare. Phare, c'est un mot qui sent bon la mer et les embruns. Tous les phares ne sont pas bretons. Le vrai phare breton est un gâteau que les marins mangent en regardant la mer. La nuit, les marins n'ont d'yeux que pour Dieu et le phare qui leur montre le chemin. Les phares sont les yeux de la mer. Les femmes des marins le savent bien. Elles se mettent du fard à paupières pour que leur mari de marin les regarde plus souvent. Quand ils sont en haute mer, les marins ne voient plus le phare. Ils sont trop loin, mais loin, en anglais, ça se dit phare. Alors ça compense. Il y a de moins en moins de phares sur nos côtes. C'est à cause des sirènes. Non, pas les sirènes de bateaux qui hurlent comme des cornes de brume. Ah, les sirènes, ces femmes fatales qui vivent dans des histoires qui finissent en queue de poisson. La plupart des marins ont tendance à s'émouvoir à la vue d'une sirène. Ils rougissent. C'est normal, vous verriez les canons. Il ne manquerait plus que les sirènes soient des thons. Et quand un marin est rouge comme un rouget, on dit qu'il pique un phare. À force d'en piquer, il n'en reste plus beaucoup. Le matin, au réveil, le marin a le teint blafard. Blafard comme le phare au lever du jour. La première chose qu'il dit en se réveillant, c'est de remercier la mer pour la journée qui s'annonce. Parce qu'un marin sait que c'est grâce à la mer qu'il va gagner sa vie,
Le soir, avant de s'endormir, il lui dit à nouveau merci. Parce qu'il est encore en vie, c'est signe pour lui que la mer l'a épargné. Et un marin qui dit merci à la mer, c'est terriblement poétique. Écoutez. Merci, merci. Il dit en disant merci, il dit 2 fois mer, pour être sûr que la mer l'entend. Une fois en français, une fois en anglais. Merci, merci. Merci. Merci, merci, merci.
4e de théâtre et la classe 6D, une excellente classe avec des enfants courageux, enthousiastes et toujours souriants, toujours. Donc, je voulais vous remercier pour votre investissement, pour être là aussi cet après-midi. Et puis que du plaisir avec vos enfants, j'ai bien de la chance. Toujours volontaire. Et puis les 6D, ils ont tout de suite été partants. Dès que j'ai annoncé ce projet en français, tous ont été partants. Ça, c'est génial. C'est rare hein, dans une classe. Quelques-uns, parfois, n'aiment pas trop le théâtre, mais là, non. Tous ont appris très, très rapidement leur texte. Et je vous en remercie parce que je pense que vous avez dû aussi vous investir à la maison. Le théâtre, eh bien, vous voyez, c'est que du plaisir, de l'expression orale. S'exprimer devant un public, c'est pas évident. En plus, là, pour certains, jamais devant un public. Et puis, certains n'ont pas voulu du tout faire théâtre en début d'année. Donc, vous voyez, ils se sont imposés. Certains ont été vraiment très anxieux, la boule au ventre, mais ça veut dire qu'ils sont sérieux et qu'ils prennent ça avec beaucoup d'exigence avec eux-mêmes. Et puis, ils ont aussi d'exigence avec les camarades, c'est bien aussi. Voilà, juste vous dire merci. Merci d'avoir des enfants comme ça, enfin, vous avez bien de la chance. Et puis, je voulais remercier Daniel qui a gentiment accepté, donc c'est le responsable de niveau de 5e, Monsieur Bruno, professeur de musique au collège, qui a accepté de venir jouer un petit morceau pour faire la transition entre les deux troupes, puisque je peux dire que la 6D c'est une troupe, maintenant on peut dire ça, le 6e je pense. Remercier, je ne sais pas si Madame Lison est là, parce qu'elle avait elle n'a pas pu venir parce qu'elle m'avait dit que c'était pas certain. Elle avait un gala de danse avec sa fille, donc c'est pas évident les enfants quand même passent avant, c'est normal. Et puis surtout, on va remercier Monsieur Calès, parce que sans lui, rien n'y serait, on ne serait pas là. Voilà. Monsieur d'années a remis en route le théâtre parce que c'était les sœurs qui avaient mis ça en route au collège Notre-Dame. Puis bon, après les sœurs sont parties, hein, c'est devenu un chef d'établissement. Et Monsieur Calès a remis ça en route au collège parce qu'il y avait du théâtre, un intervenant, Monsieur Testa, en primaire. Et puis il s'est dit, tiens, pourquoi pas au collège? Et puis voilà. Ça fait 20 ans qu'il est passionné, qui passe tout son temps et son énergie, en plus de sa discipline, bien sûr, de technologie. Et puis, en fait, c'est lui qui m'a donné le goût et qui m'a lancé, qui m'a fait confiance. C'est lui qui a trouvé la salle. Vous voyez, la Comédie de Lille, c'est pas rien, c'est tout près du théâtre Sébastopol. Et les enfants, ils étaient ravis. Lille, hein, vous voyez, toujours Lille, rien que ça. Rien que quand j'ai dit Lille, ça y est, hein, c'était quelque chose déjà incroyable. Et le fait d'avoir la scène, vous voyez, nous on a de la chance à Notre-Dame. Notre scène, elle est un tout petit peu plus grande. Donc ça va, ils n'ont pas été impressionnés par la scène. Mais je pense que quand on a ouvert le rideau après, quand ils vous ont vu, je pense que c'est ça qui les a impressionnés. Pour certains, c'est la première fois qu'ils jouent vraiment. Ils n'en ont pas fait en primaire, ils n'en ont jamais fait. Je trouve qu'ils se sont vraiment bien débrouillés. Voilà, j'arrête de parler parce que là je suis partie. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie d'être venus, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Merci à vous.